Bien, alors je disais donc pour Access. Alors en fait, à travers cette démo, donc on va essayer de découvrir Access. Alors il y a Microsoft Office. Alors bien sûr, dans Microsoft Office, donc, vous avez un ensemble d'outils parmi lesquels il y a Microsoft Access. Alors ici donc, je vais utiliser la version 2007. Donc je suppose que dans vos machines, vous allez installer Office 2007. Hein. Vous pouvez installer 2010. Je sais que vous êtes très riche, hein, parce que généralement, vous avez les dernières versions des logiciels. Vous n'achetez pas des licences, n'est-ce pas? Piraté, bien sûr, tout est piraté, donc tout est... Alors, en tout cas, donc, dans cette démo, donc, je suppose que vous travaillez avec la version 2007, mais il n'empêche que vous pouvez travailler avec la version 2010, mais il y a toujours des petites adaptations à faire, d'accord? Alors, en tout cas, donc, quand vous lancez Access, la première des choses que vous allez avoir, Access, en fait, c'est un outil qui va en quelque sorte faciliter la création des bases de données. Ben, il vous propose de créer une base de données, mais il se peut que vous avez par exemple besoin de créer une base de données qui permet de gérer des contacts. Hein. C'est-à-dire les contacts, vous avez des contacts euh, avec des personnes de différents types. Chaque contact, vous voulez garder le nom, le prénom et l'adresse, email, n'est-ce pas? Alors en fait, si vous voulez par exemple créer une base de données concernant les contacts, vous pouvez directement utiliser une base de données qui existe déjà. C'est-à-dire il y a un certain nombre de bases de données qui existent déjà et que vous pouvez utiliser sans perdre du temps. Vous pouvez utiliser, donc il vous propose une base de données que vous pouvez notamment améliorer. Ou tout simplement pour les liens, pour la gestion des événements. Mais ça, c'est pas le plus important pour moi. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une nouvelle base de données. Alors bien sûr, pour créer une nouvelle base de données, nous allons choisir une base de données vide. Ici. N'est-ce pas? Alors quand vous choisissez une base de données vide, il vous demande de saisir le nom de la base de données. Alors contrairement par exemple aux outils comme Microsoft Word et Excel, en fait, quand vous créez un fichier, il ne vous demande pas dès le départ d'enregistrer, alors qu'une base de données, non. C'est la première des choses, il faut tout d'abord créer la base de données. C'est-à-dire que ce fichier-là, il doit être créé. Alors vous allez constater qu'une base de données Access, c'est un fichier que vous pouvez nommer. Par exemple, ici je le nomme Insert Emily. Donc ça, c'est le nom de la base de données. Et après, vous voyez l'extension, n'est-ce pas? Alors, l'extension d'une base de données Access, c'est AccessDB. Hein, Access Database. Donc, ça, c'est le nom plutôt l'extension. Alors, en tout cas, donc ici, cette base de données, elle va être enregistrée où? Alors, il y a le chemin. Donc, vous savez le chemin où la base de données est enregistrée. Donc, ça veut dire que pour Access, toute la base de données, c'est un seul fichier. Tout ce que vous allez faire, c'est un seul fichier. Alors que vous allez voir dans d'autres systèmes de gestion de base de données, ce n'est pas le cas. Parce que la base de données, c'est un ensemble de fichiers qu'elle va créer. Alors, créer la base de données. Alors, bien sûr, quand vous créez une base de données, la première des choses que vous devrez créer, c'est les tables. Pourquoi? Parce que vous voulez créer une base de données pour stocker des données relationnelles. Donc, ce qui fait que ces données-là, elles doivent être enregistrées sous forme de table. Alors, dans notre exemple, on va essayer de voir un exemple d'application. Alors, ça, c'est le nom de la base de données. Alors, supposons, nous souhaitons créer une base de données qui permet de gérer les produits. Chaque produit est fourni par un fournisseur. Donc, vous avez des produits, vous avez des fournisseurs. Alors, on vous dit qu'un fournisseur est défini par le code, par son code, par le nom de la société, l'adresse, email, téléphone. Et que chaque produit est défini par une référence, une désignation, le prix, la quantité en stock, et après un champ qui indique si par exemple le produit est disponible ou non, et après une photo. Donc, voilà les informations que je devrais utiliser notamment dans la base de données. Alors ici donc, en principe, pour mettre en place une base de données, il faut faire la conception. Il faut étudier une technique, plutôt une méthode qui permet de concevoir la base de données. Et ça, on va le faire par la suite en utilisant ce qu'on appelle le modèle entité-association, notamment avec la méthode Meurice, n'est-ce pas? Mais comme ici, c'est une petite base de données,
on peut déjà à peu près dire tout simplement que ici c'est une base de données qui va composer, qui se compose de combien de tables? Alors regardez bien. Alors ici donc il y a deux tables. Il y a une table pour stocker les fournisseurs et une table pour stocker les produits. Alors on peut même dire que voilà l'allure des tables qu'on va avoir par la suite. C'est-à-dire je vais créer une table fournisseur dans laquelle en fait une table est définie par un ensemble de colonnes qui s'appelle les champs, nous allons appeler les champs. Alors chaque colonne bien sûr il a un type. Par exemple dans notre cas on va voir que le code on devrait spécifier par exemple que le code c'est un entier par exemple. Euh, une société est définie par la société, l'adresse, email et téléphone. Et après, on va créer également la table qui permet de stocker les produits. Alors chaque produit, on va le définir par sa référence, par la désignation, le prix unitaire, la quantité en stock, la photo, je ne vois pas parce qu'après on va vous montrer comment la montrer. Mais après, il y a une relation. Parce qu'en fait, un produit, il est fourni par un fournisseur. Alors vous allez comprendre ici que nous avons ajouté une colonne qui s'appelle code fournisseur. Alors code fournisseur, ça veut dire quoi? Chaque produit, par exemple, ce produit-là, il est fourni par le fournisseur numéro 1. Alors en fait, c'est quoi le fournisseur numéro 1? C'est HP. Alors nous allons dire tout simplement que ces deux tables sont liées par une relation, n'est-ce pas? Alors nous allons définir quelques concepts. Alors chaque table, généralement, est définie par un ensemble de colonnes. Alors ces colonnes, c'est ce que nous allons appeler les champs, n'est-ce pas? Parmi les champs, il y a une colonne qui s'appelle la clé primaire. Clé primaire. Alors, c'est quoi une clé primaire? Une clé primaire, c'est un champ, c'est le champ qui permet d'identifier les enregistrements d'une manière unique. Vous suivez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez par exemple, pour le cas de fournisseur. Alors, si nous avons défini un code, c'est que nous allons dire que le code, c'est la clé primaire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir deux fournisseurs qui ont le même code. Alors, quand vous dites je ne peux pas avoir deux fournisseurs qui ont le même code, ça veut dire que c'est le code qui va identifier un fournisseur. N'est-ce pas? Alors que, par exemple, je suppose que je peux avoir deux fournisseurs qui ont le même nom de société. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, n'est-ce pas? Mais on va dire que le code, c'est la clé primaire, n'est-ce pas? Alors, la même chose, quelle est la colonne qu'on va définir comme étant clé primaire pour les produits? C'est la référence du produit. Donc, on va dire que chaque produit, il est identifié par sa référence, n'est-ce pas? Alors, on va dire que clé primaire, plutôt référence produit, c'est une clé primaire. Alors que ici, dans la table produit, nous avons ici ajouté une colonne qui s'appelle code fournisseur, qui permet d'établir une relation avec une autre table. Alors cette colonne que nous avons ajoutée au niveau de la table produit, c'est ce que nous allons appeler par la suite une clé étrangère. Une clé étrangère. Vous voyez donc dans la table produit, il y a la clé primaire, parce que c'est avec cette clé primaire qu'on va identifier les produits. Et après, il y a ce qu'on appelle une clé étrangère. Alors en fait, la clé étrangère, c'est la colonne qui permet d'établir une relation avec une autre table. Alors ça, on va juste admettre, parce qu'après, on va revenir en détail par la suite qu'on va faire le modèle entité-association. Nous allons revenir sur ce cas-là. Alors ici, donc, on va juste admettre que la base de données qu'on va créer, c'est une base de données qui contient deux tables. La table fournisseur et la table produit. Alors, notez bien les noms des colonnes ici. Alors maintenant, on revient sur Access. Alors, quand on a lancé Access, il nous a déjà proposé une table, n'est-ce pas? La création d'une table, mais en fait, cette table-là ne m'intéresse pas, je vais la fermer. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, ma base de données, il ne contient rien. Alors, bien sûr, la première des choses que vous allez créer, c'est créer des tables, n'est-ce pas? Alors, on va créer une table ici. Alors, pour créer une table, généralement, contrairement à ce que vous faites dans Excel, au niveau d'une base de données, chaque table, il faut tout d'abord créer sa structure. Alors, ça veut dire quoi, créer la structure de la table? Pour chaque table, il faut spécifier les noms des champs et le type de chaque champ. Par exemple, pour le fournisseur, nous allons dire qu'un fournisseur est défini par
un champ qui est code, la colonne code. Et après, vous aurez besoin de spécifier le code, il devrait être de quel type. C'est très important pour les bases de données. Et vous allez voir que par exemple, Access, il vous propose un certain nombre de types de données, parmi lesquels il y a le type texte. N'est-ce pas? Alors en fait, le type texte, donc c'est un type qui contient du texte, qui peut être une chaîne de caractères en principe. Mais également, le type texte, si vous déclarez un champ de type texte, pour chaque champ, il y a ce qu'on appelle des propriétés que vous allez définir par la suite. Alors, pour le type texte, vous allez voir qu'il y a la taille du champ. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans la taille des champs? Il y a combien? 255. Ça veut dire quoi? Par défaut, c'est au maximum combien de caractères? Donc, c'est-à-dire quand vous déclarez un champ de type texte, vous devrez spécifier la taille maximale du champ. Par exemple, ici, 255, c'est-à-dire que le code, on peut par exemple avoir un code qui peut aller jusqu'à 255. Alors, si vous mettez par exemple 12, ça veut dire tout simplement le code ne peut pas dépasser 12 caractères. Alors, dans notre cas, en fait, le code, c'est un type numérique, c'est pas du texte, n'est-ce pas? Mais la particularité d'un type texte, c'est qu'il ne peut pas dépasser 255. Alors que si vous avez un champ qui devrait dépasser 255, alors on n'utilise pas le type texte, mais on utilise ce qu'on appelle le type mémo. En fait, le type mémo, c'est quoi? C'est le type texte, mais dans le nombre de caractères peuvent dépasser 255. Par exemple, vous créez un champ description, dans lequel vous voulez faire une description. Et quand vous tapez une description, c'est généralement une description, ça peut dépasser 255. Et dans ce cas-là, on ne va pas utiliser le type texte, mais on va utiliser le type. Alors ensuite, il y a le type numérique. En fait, le type numérique, généralement, c'est un type, tout simplement, ça peut être un entier, ça peut être un réel, n'est-ce pas? Ça peut être un float, ça peut être un type. Alors, sauf que quand vous choisissez le type numérique, vous allez voir ici la taille du champ. Et dans la taille du champ, vous allez avoir ici différents types. Alors, vous voyez donc qu'il y a un entier, n'est-ce pas? Il y a le type octet. Alors, en fait, octet, vous savez, un octet, c'est 8 bits, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que c'est un entier qui est codé sur 8 bits. Et quand vous avez un entier qui est codé sur 8 bits, sa valeur ne peut pas dépasser combien? 255. C'est-à-dire, quand vous avez, par exemple, une valeur qui ne doit pas dépasser 255, vous pouvez déclarer de type octet. Alors que dans les entiers, il y a également entier. En fait, entier, c'est un type entier, mais qui est codé sur 16 bits. On va dire 16 bits, n'est-ce pas? Alors, ici, 16 bits, donc ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 2 puissance 16, donc une valeur relativement plus grande. Il y a également un entier lent. Alors, généralement, un entier lent, c'est un entier qui peut être codé sur 64 bits, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à une valeur relativement plus grande. Donc ça veut dire que si vous avez une donnée dont la donnée peut être très, très grande, donc vous pouvez choisir le type entier long. Alors ça peut être également un réel simple ou bien un réel double. Alors par exemple, dans le langage C, vous utilisez le type float, le réel simple c'est le type float. Alors que le réel double, c'est le type double, tout simplement, que vous utilisez. Alors en fait, dans notre cas, on ne va pas choisir le type numérique, mais nous allons choisir numéro auto. Alors pourquoi numéro auto? En fait, le type numéro auto, c'est un type numérique, mais qui est incrémenté automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais saisir un nouveau fournisseur, je n'aurai pas besoin de saisir le code. C'est le système de gestion de base de données qui va le définir automatiquement. Ça veut dire quoi? Le premier fournisseur que je vais créer, son code sera 1. Le prochain, ça va être 2. Ainsi de suite. Alors, c'est donc, le numéro auto, c'est un type numérique, mais qui est auto-incrémenté par le système de gestion de base de données. Alors, en fait, il y a code société, il y a le code, il y a société. Alors, société, et d'après vous, on va la déclarer de quel type? Texte. Alors, 255, c'est beaucoup. Hein? Alors, on va par exemple dire que le nom de la société ne devrait pas dépasser, par exemple, 30 caractères. Ça, c'est un choix, n'est-ce pas? Et après, il y a d'autres champs. Vous avez noté les champs? Il y a l'adresse. Alors, l'adresse, on peut le déclarer de type texte. Alors, l'adresse, on va dire que l'adresse, on va garder 255 parce qu'il se peut qu'on
peut avoir par exemple une adresse qui contient par exemple 100 caractères, donc on va dire, on va limiter par exemple, je fais 200, peu importe. Alors d'autres choses, email. Alors email, on va la déclarer de type texte aussi. La taille, le nombre de caractères. On va dire que l'adresse email ne peut pas dépasser 30 caractères par exemple, n'est-ce pas? C'est juste, en fait, c'est des valeurs que je fixe, mais ça fait partie de la conception, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on devrait spécifier la taille des caractères. Alors, quoi d'autre? Téléphone. Alors, téléphone, on va le déclarer de quel type? Alors, si vous le déclarez numérique, il y a un petit problème qui est posé pour les téléphones. Vous savez, un numéro de téléphone commence par 0, n'est-ce pas? Et un type numérique, si vous mettez une valeur 0, vous savez que pour lui, le premier 0 n'a pas d'effet, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que généralement, les numéros de téléphone, au lieu de les déclarer de type numérique, on peut les déclarer de type texte. Pourquoi? Quand vous déclarez de type texte, ça veut dire même, il peut contenir plutôt c'est-à-dire du texte alphanumérique. C'est-à-dire, ça peut être des numéros, ça peut être du texte. Alors, ici, donc, dans notre exemple, ici, on va choisir le type texte, mais on va dire que, par exemple, un téléphone ne devrait pas dépasser 12 ou bien 10 caractères, n'est-ce pas? Mais faites bien attention, ça, c'est des problèmes de conception. Si vous dites 10, parce que vous supposez qu'aujourd'hui, c'est 10, n'est-ce pas? Ben, ça veut dire que le jour où le numéro de téléphone, par exemple, on va ajouter encore de caractères, ça pose problème. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours voir ce qui va se passer par la suite. Par exemple, ici, donc, je vais mettre, par exemple, alors, tranquillement, 16. Mais là, ici, donc, 16, par exemple, c'est-à-dire que le nombre de caractères du téléphone, mais ça peut être 10, ça peut être moins, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Ça fait? C'est bien. Alors, regardez bien. Donc, nous avons déclaré maintenant la structure de la table. Alors maintenant, parmi ces champs que nous avons spécifiés ici, nous devrons spécifier la clé primaire. Parmi les champs, quel est le champ qui permet d'identifier la table d'une manière unique? On a déjà dit, c'est le code. Alors avec Access, si vous voulez définir la clé primaire, vous allez sélectionner cette colonne clé. En fait, vous voyez une petite clé là, n'est-ce pas? Hop. Alors ici donc, nous avons défini ce qu'on appelle la clé primaire. Alors, on va enregistrer la table. Alors, cette table, on va lui donner le nom fournisseur. Fournisseur. Alors, cette table, je peux la fermer. Mais maintenant, je vois bien que dans ma base de données, il y a une table qui vient d'être créée. Alors maintenant, supposons on veut saisir des nouvelles données. Alors, généralement, une table, on peut l'ouvrir. Alors, on peut l'ouvrir soit en mode création. Non, en mode création, ça veut dire que je reviens vers la structure. Par exemple, vous voulez ajouter une colonne. Vous voulez, par exemple, modifier le type de la colonne, n'est-ce pas? Ou tout simplement, on peut l'ouvrir ce qu'on appelle en mode feuille de données. Ouvrir. Et dans ce cas-là, vous avez la table en mode feuille de données. Alors ici, par exemple, je voudrais saisir Je vais saisir, par exemple, des nouveaux fournisseurs, par exemple. Alors, allez-y. Donc, HP. Alors, remarquez bien, est-ce que j'ai saisi le code? Non. Alors, par définition, plutôt, il est auto-incrémenté. Alors, l'adresse. Alors, je mets n'importe quoi. Email. Alors, on va mettre par exemple hp at hp.com. Téléphone 0523 numéro. Alors, bien sûr, si je veux, même si je veux par exemple saisir la valeur du code fournisseur, Access ne me le permet pas, n'est-ce pas? Parce qu'elle est auto-incrémentée. C'est pas à moi de le saisir, c'est Access qui doit l'auto-incrémenter. Alors, par exemple, ici, donc, je définis un autre fournisseur, IBM, Mohamedia. C'est pas Samir, la Samir. Alors, donc ici, admin. Téléphone. Je vais utiliser donc un téléphone quelconque.
Alors, je viens de saisir ce qu'on appelle des enregistrements. Alors, regardez bien. Alors, en fait, une table se compose d'un ensemble de colonnes. Alors, ces colonnes, c'est ce que nous allons appeler les champs. N'est-ce pas? Alors que les données sont stockées dans des lignes. Alors, les lignes, c'est ce que nous allons appeler les enregistrements. D'accord? Alors, ici, cette table, maintenant, il contient combien d'enregistrements? Deux enregistrements, c'est-à-dire deux lignes. Alors, en fait, quand vous fermez une table, elle est enregistrée automatiquement. Donc, à chaque fois, si vous revenez par la suite, si vous l'ouvrez, vous allez trouver les données. Alors, pour le moment, nous avons une table qui contient les fournisseurs. Et bien, on va faire la même chose pour créer. Ça va? Vous avez mal à la tête, j'imagine? Hein? Si tu veux prendre un peu d'air, n'hésite pas. Alors, ensuite, on va reprendre. On veut créer maintenant une table qui contient les produits. Alors, je vous rappelle tout d'abord la structure de la table produit. Alors, en fait, nous avons dit qu'un produit, il doit être défini par la référence, la désignation, le prix, la quantité, la photo. Mais un produit, comme un produit appartient à un fournisseur, on va spécifier le code fournisseur. Hein? En fait, c'est un code. C'est un code, oui. Comme la table qu'on a créée en premier. Là, en fait, le code qu'on a créé en premier, c'est le code du fournisseur. Oui. Alors ici, donc, un fournisseur est défini par un code, n'est-ce pas? Un code, par exemple, pour moi, le code égal à 1, c'est le code du fournisseur, n'est-ce pas? Alors que pour le produit, je vais le définir par un code, ou bien une référence, ou tout simplement un identifiant. Donc c'est exactement la même table avec Alors généralement, chaque table possède des colonnes. Parmi les colonnes, vous devrez spécifier ce qu'on appelle la clé primaire. Comment on veut identifier un produit? Est-ce que vous allez l'identifier par son nom? C'est pas pratique. Généralement, identifier les données, on les identifie avec un code. Par exemple, dans un système d'information, par exemple, d'une école, quel est l'identifiant d'un étudiant? Alors, le code, voilà. Par exemple, votre numéro, voilà, le CNE, ça peut être la clé primaire, parce qu'un étudiant, il est identifié par. Je ne peux pas l'identifier par un nom. Pourquoi? Parce que je peux avoir deux étudiants qui ont le même. Non. Donc, on va dire le CNE, c'est une clé primaire. Alors, en tout cas, une base de données a besoin d'être structurée. Je le disais tout à l'heure. Et parmi les choses qui sont nécessaires, c'est tout simplement définir la clé primaire, obligatoire. Donc chaque table généralement possède une clé primaire. Alors comme on a défini un fournisseur par une clé primaire qui est le code, maintenant on va définir une nouvelle table. Alors je crée une nouvelle table. Alors pour notre cas, un produit est défini par une référence. Référence produit. Je peux l'appeler code. N'est-ce pas? Ça pose aucun problème. Sauf que quand je dis code, le code du produit. N'est-ce pas? Alors, le type. Alors, ici, tout à l'heure, on a utilisé le type par exemple, numéro auto. Ici, donc, je vais changer un petit peu. On va dire type texte. Je suppose qu'un produit, c'est une chaîne de caractères. Alors, sauf que le code produit, on ne va pas mettre 255 parce que si vous laissez 255, ça va marcher. Mais le problème, c'est que pour chaque produit que vous créez, vous allez réserver combien d'octets? 255 octets. En fait, c'est pas 8 bits. Attention, ça, c'est du texte. Et combien de caractères? C'est 255. Et 255, ça veut dire que vous allez réserver 255 octets. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de la base de données, vous allez perdre beaucoup de mémoire. Alors ce qui fait qu'il serait très important de spécifier exactement ce dont vous aurez besoin. Alors ici par exemple, la référence de produit, on va dire que la référence ne doit pas dépasser 16 caractères. Donc ça c'est des choix de gestion d'une main, généralement. Alors la même chose, comme c'est la clé primaire, donc je peux spécifier clé primaire. Alors, désignation. On va la déclarer de type. La désignation, on la déclare de type texte. Alors, type texte, donc on peut dire par exemple la désignation ne doit pas dépasser 100 caractères, pas 1000. Ensuite, il y a le prix. Le prix unitaire. Bon, le prix. Alors, le prix, on va le déclarer de quel type?
Regardez, on peut choisir numérique, ça peut marcher avec un double, un réel, mais il y a un type spécial pour l'argent, tout ce qui est le prix, alors il y a monétaire. En fait, le type monétaire, c'est un type numérique, n'est-ce pas? Sauf que généralement, le type monétaire, elle utilise plutôt donc quand vous allez déclarer par exemple le type prix, le prix ou bien le montant, quand il s'agit de tout ce qui est monnaie, généralement vous allez choisir le type monétaire. Quoi d'autre? La quantité. Alors la quantité, on peut la déclarer de quel type? Numérique, n'est-ce pas? Alors maintenant la quantité, donc si c'est par exemple la quantité, alors vous voyez donc par défaut il vous précise un entier lent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un entier un peu relativement plus grand. Alors il y a le prix unitaire, la quantité, la photo. Photo. Alors en fait la photo, maintenant la photo c'est un cas particulier parce que vous ne pouvez pas dire c'est du texte, n'est-ce pas? Alors pièce jointe. Oui, vous pouvez faire une pièce jointe. Tout à fait. Mais il y a un type également que pour Access, il y a un type qui est spécifié pour, c'est ce qu'on appelle objet OLE. En fait, objet OLE, c'est un type dans lequel on peut stocker ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez stocker une vidéo, un fichier audio, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quel fichier. Alors, généralement, vous pouvez utiliser l'objet OLE. Alors que, c'est quoi la différence entre objet et OLE et pièce jointe? Alors, en fait, l'objet OLE, c'est que le fichier il est stocké à l'intérieur de la base de données. C'est-à-dire, si vous prenez la photo, il fait partie de la base de données. Alors que si vous utilisez pièce jointe, généralement, ce qui est enregistré dans la base de données, c'est que le nom du fichier. Alors que le fichier, il se trouve quelque part. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que si vous prenez votre base de données, il faut également prendre avec elle l'ensemble des fichiers. Donc, c'est-à-dire que par la suite, il y a une manière tout simplement de joindre un fichier à une base de données. Et après, donc, ça, c'est les champs. Et après, il y a le code fournisseur pour nous. C'est la clé étrangère. Alors, le code fournisseur, on va le déclarer. En fait, il devrait être déclaré du même type, en quelque sorte, de... Alors, est-ce qu'on peut le déclarer de type numéro autre? Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs produits qui appartiennent au même fournisseur. On est bien d'accord? Alors, ici, donc, on ne va pas utiliser numéro auto, mais on va utiliser numérique. Et vous devrez savoir que numérique et numéro auto, c'est la même. C'est un type numérique, n'est-ce pas? Alors, sauf que numéro auto, c'est un type numérique, mais qui est auto-incrémenté. Mais généralement, les clés étrangères ne peuvent pas être numéro auto, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est quelques informations concernant la table. Mais regardez bien, la table, on va l'enregistrer tout d'abord, on va l'appeler produit. Bien. Regardez. Alors en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des champs, n'est-ce pas? Par exemple, la désignation d'un produit. On a spécifié la taille des champs. Mais en fait, on n'avait pas parlé de d'autres propriétés. Alors il y a d'autres propriétés qui sont là, mais il y a quelques propriétés qui sont très intéressantes. Donc je vais vous définir quelques-unes. Alors tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle le masque de saisie. En fait, le masque de saisie, c'est une propriété dans laquelle vous pouvez obliger l'utilisateur à saisir un format bien donné. Par exemple, si vous déclarez par exemple une date, n'est-ce pas? Une date. La date, c'est un champ, il y a le type date, n'est-ce pas? Par la suite. Alors, quand vous déclarez un champ de type date, par exemple, c'est date création. Alors, si vous le déclarez de type date, alors généralement, au niveau de la saisie, ça serait bien d'obliger l'utilisateur à saisir une vraie date. Alors, en fait, et dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle le masque de saisie. En fait, le masque de saisie, généralement, c'est une chaîne de caractères dans laquelle on va obliger l'utilisateur à avoir un format particulier. Par exemple, on peut faire quelque chose de plus simple. On va mettre 0, 00, slash 00, slash 40. Ça veut dire quoi? Ici, je suis en train d'obliger l'utilisateur à saisir deux nombres
Voilà, et le slash, il va être affiché automatiquement. C'est-à-dire que deux nombres qui concernent le jour, le mois et l'année. Donc, je vais vous montrer par la suite comment faire ça, mais en tout cas, juste pour définir ce que c'est le masque de saisie. Donc, ça, c'est pour obliger l'utilisateur à saisir un format bien particulier. Alors, en fait, il y a d'autres propriétés qui sont importantes. Alors, notamment la valeur par défaut. Alors, il se peut parfois que vous n'avez pas saisi une valeur. C'est-à-dire quand vous êtes en train de saisir des données, par exemple, relatives à un produit, supposons que vous n'avez pas saisi le prix. Le prix, par exemple, si vous voulez que, une fois que une fois que le prix n'est pas saisi, si vous mettez la valeur par défaut égale par exemple 0, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suppose que si je ne spécifie pas le prix, par défaut c'est 0. Alors, c'est pas assez pratique parce que si vous dites un produit avec 0, c'est pas, hein, c'est un produit gratuit, n'est-ce pas? Alors, donc ça c'est la valeur par défaut. Mais ça peut être utile notamment dans un certain nombre de situations dans laquelle vous voulez mettre une valeur par défaut. Par exemple, la date. Alors, quand vous déclarez un champ date, parfois, il se peut que vous ayez besoin de spécifier la date système. C'est-à-dire, même si on ne saisit pas la date, il va prendre la date actuelle, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, par exemple, quand on va déclarer un champ de type date, comme tout à l'heure, date création, supposons dans le produit, je voudrais enregistrer la date de création du produit. Alors, ça serait intéressant de spécifier ici la valeur par défaut. Alors, si vous mettez la fonction, par exemple, date, en fait, dans le access, quand vous mettez date, c'est-à-dire tout simplement, c'est la date actuelle. Alors, la date actuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je ne saisis pas la date de création, il va prendre la valeur par défaut. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est la date système. En fait, il y a beaucoup de cas dans lesquels on aura besoin de spécifier la valeur par défaut, notamment pour les dates. Hein, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Vous arrivez vers l'agence. Et après, normalement, vous allez faire un retrait d'argent, n'est-ce pas? Et pour le retrait, l'utilisateur, il va saisir que le montant de retrait, n'est-ce pas? Le montant à retirer sur le numéro de compte. Le numéro de compte et le montant. C'est deux informations qu'il va saisir, n'est-ce pas? Mais quand on enregistre l'information, on devrait également enregistrer la date. Mais est-ce que c'est l'utilisateur qui va saisir la date? Non. Et bien tout simplement, dans ce cas-là, ce serait intéressant de définir un champ date, la date d'opération, mais sauf que sa valeur, on ne va pas la saisir. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur par défaut. Et sa valeur par défaut, ça peut être par exemple la date système. Donc on va essayer donc de voir des exemples comme ça. Vous parlez de la date système, c'est la date du PC. La date du PC, exactement. La date système, c'est-à-dire c'est la date de l'horloge. Parce qu'en fait, le système donc, peut vous donner la date de l'horloge actuelle. Alors en fait, il y a d'autres propriétés qui sont très importantes. Par exemple, le champ, la propriété valide si. Alors si vous mettez par exemple valide si supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le SGBD ne va pas accepter, parce que là je suis en train de spécifier les propriétés du prix, n'est-ce pas? Il ne pourra accepter la valeur du prix que si elle est supérieure à 0. Donc ça c'est une condition qu'on peut ajouter ici, donc si pour dire que le champ doit être supérieur ou bien inférieur, il doit être compris entre telle valeur et telle valeur. Donc ici on peut ajouter une condition. Alors mais par contre, si par exemple, s'il n'a pas accepté la valeur, parce que la valeur doit être supérieure à 0, il y a un message d'erreur qui va vous afficher. Et ici vous pouvez spécifier le message si erreur. C'est-à-dire, s'il y a un message d'erreur au moment de la saisie, vous voulez afficher par exemple le nombre doit être supérieur à 0. Donc ça c'est un message que vous pouvez ajouter. Alors pour le moment, donc, je vais pas le faire et je reviendrai tout à l'heure par la suite sur ça. Alors ensuite, il y a un champ nul interdit. Alors en principe, quand vous avez une colonne, si vous ne saisissez pas, vous ne saisissez pas la valeur d'un champ, alors sa valeur par défaut égale à nul. Et la valeur par défaut d'un champ qui n'est pas saisi, sa valeur par défaut, c'est ce que nous appelons la valeur nulle. Nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur.
c'est pas 0. Parce qu'en fait, c'est nul. Pour lui, le SGBD, quand c'est nul, c'est-à-dire il est vide. Il n'y a rien. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous mettez nul interdit, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas que ce champ soit nul. C'est-à-dire obligatoirement, il faut mettre quelque chose. Donc une valeur quelconque, n'est-ce pas? Donc ça, c'est également des conditions que je peux spécifier là. Mais surtout, il y a un champ qui est très important, qui s'appelle indexé. Alors, suite dans désignation, le champ indexé. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez spécifier tout simplement ce champ-là, est-ce que vous voulez l'indexer ou non? Alors, je vous explique. Alors, vous savez que parfois, ça vous arrive d'avoir un livre là où il y a beaucoup de pages, n'est-ce pas? Et dans votre livre, vous avez ce qu'on appelle une table des index. L'index. C'est quoi l'index? C'est pas le sommaire. On va dire à peu près. Mais regardez bien. Alors, je vais vous donner un petit exemple qui est très pratique. Vous allez vers un livre. Vous êtes en train de chercher, par exemple, de chercher un chapitre, n'est-ce pas? Vous êtes en train de chercher, par exemple, une page dans laquelle vous allez trouver un contenu précis. Alors, il y a deux manières de chercher l'information. Soit vous cherchez page par page, n'est-ce pas? La première page, je vais regarder. Non, il n'y a pas ce que je veux. Je fais tourner les pages, une page. Ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors, pour retrouver l'information, ça devrait vous prendre beaucoup de temps. Ou tout simplement, d'une manière intelligente, vous allez dire, ben, je vais vers la fin du livre, il y a ce qu'on appelle l'index. Qu'est-ce qu'il y a dans l'index? Il y a des mots qui sont classés par ordre alphabétique. Et vous cherchez, vous savez que le mot que vous cherchez, c'est par exemple avion. Vous dites A, vous trouvez avion. Et quand vous trouvez avion, et en face, vous trouvez le numéro de la page. Alors, vous savez déjà, rapidement, vous voyez donc, au lieu de rechercher page par page, vous allez vers la table des index, et vous cherchez le mot, et vous trouverez le numéro de page. Et si vous trouvez le numéro de page, vous allez directement. Alors, en fait, c'est exactement ce qui se passe au niveau des bases de données. Alors, quand, par exemple, vous êtes en train, quand le système de gestion de base de données va chercher une information, alors il y a deux manières de faire. Soit qu'il va chercher ligne par ligne, ce qui risque de prendre beaucoup de temps. Imaginez que vous avez par exemple dans une base de données d'une banque, vous avez des millions d'enregistrements, des millions d'opérations, n'est-ce pas? Alors pour chercher une opération, un compte par exemple, ligne par ligne, ça va prendre beaucoup de temps. Ou tout simplement le SGBD, dans ce cas-là, il va utiliser ce qu'on appelle la table des index. En fait, la table des index, c'est une table dans laquelle il peut retrouver facilement le numéro de la ligne où est-ce qu'il va trouver l'information. Alors maintenant, qu'est-ce qui va changer dans votre conception? C'est que quand vous allez créer une table, vous spécifiez par exemple, si vous mettez indexé égale oui. Alors ça veut dire que le champ désignation, il est indexé. Ça veut dire quoi? Il est indexé. Ça veut dire que maintenant, le champ désignation, il fait partie de table des index. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je vais chercher un produit avec sa désignation, par exemple, je voudrais chercher un produit qui commence par HP. Donc, je ne sais pas, de toute façon. Je voudrais chercher un produit qui commence par H, n'est-ce pas? En fait, je cherche tous les produits qui commencent par H. Je vais taper H. Alors, si le champ n'est pas indexé, le serveur de base de données, il va vous chercher ligne par ligne. Il est obligé, il n'y a pas de solution. Alors, mais s'il est indexé, il ne va pas chercher ligne par ligne. Il va vers la table des index et trouve la colonne désignation parce qu'elle est indexée. Il va chercher le H et après, il va rapidement trouver les numéros de lignes ou bien des enregistrements dans lesquels il va chercher ces informations. N'est-ce pas? Donc, vous voyez bien qu'un champ indexé, généralement, c'est un champ qui va faciliter la recherche par la suite. Alors, sauf que quand vous dites indexé, vous avez deux solutions. Soit indexé avec doublon, ou bien indexé sans doublon. Alors, en fait, indexé avec doublon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ est indexé, mais il accepte les doublons. Accepter les doublons, ça veut dire tout simplement que je peux avoir plusieurs produits qui ont la même désignation. Accepter les doublons, ça veut dire quoi? Le champ désignation, il accepte les doublons. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs produits qui ont la même désignation. Alors, si c'est le cas, vous mettez indexé avec doublon. Mais par contre, si vous dites que non,
En fait, en réalité, un produit la désignation ne peut pas avoir des doublons. Ça veut dire que je suppose que je ne peux pas avoir plusieurs produits qui ont la même désignation. Et dans ce cas-là, je vais spécifier sans doublon. Donc, vous voyez donc le champ indexé, en principe, c'est un champ, la propriété indexée, il permet de spécifier si vous voulez que ce champ soit indexé. Ça veut dire quoi, indexé? Ça veut dire que si vous voulez que ce champ figure dans la table des index, ce qui permettrait par la suite de rechercher, de retrouver facilement l'information suivant le critère désignation. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, comment est-ce que je peux savoir, est-ce que je vais indexer un champ ou non? N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez savoir, vous allez tout simplement, ça relève de la conception. On va se poser la question suivante. Est-ce que dans mon application, est-ce que j'aurai besoin de chercher les produits sachant la désignation? Ça veut dire que dans mon application, est-ce que j'aurai besoin de chercher des produits en tapant une partie de la désignation? Alors si vous dites dans mon application j'aurai besoin, parce que souvent pour retrouver un produit, ça serait pratique. On ne va pas chercher les produits par la photo, n'est-ce pas? Quand vous allez chercher un produit, généralement, vous allez taper la désignation ou bien une partie de la désignation. Alors dans ce cas, le fait de rechercher des produits sachant la désignation, ça veut dire que tout simplement, le champ désignation, c'est un champ qui devrait être indexé, n'est-ce pas? Alors que, par exemple, si vous dites non, c'est pas intéressant, tout simplement vous mettez non indexé. Alors voilà quelques propriétés que vous allez notamment noter. Alors, premièrement, on a parlé de le masque de saisie, on a parlé de la valeur par défaut, on a parlé de validity, c'est-à-dire c'est quand est-ce qu'on va accepter la valeur, on a parlé de message si erreur, mais surtout, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est le champ indexé. Alors le champ indexé, donc vous spécifiez ce que vous voulez que le champ fait partie des index. Alors on va enregistrer maintenant la table produit. Voilà. Mais il n'y a rien à déclarer. Alors regardez. Alors ça c'est une nouvelle table. Alors je suis sur produit, je vais la modifier. Alors modifier la table. Alors en fait la clé étrangère, tout ce qu'il y a maintenant pour le moment, c'est j'ai une colonne code fournisseur. Je peux la garder comme ça, mais après on va parler des problèmes maintenant qui peuvent être posés. En fait, il n'y a pas en fait la clé étrangère. Vous allez voir que par la suite, il n'y a pas pour le moment un moyen pour dire que ça c'est une clé étrangère. Mais pour moi, je sais que code fournisseur, ça devrait représenter le code d'un fournisseur. Après, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle les relations. C'est quand on va créer la relation qu'il va automatiquement comprendre qu'il s'agit d'une clé étrangère. Mais maintenant, si vous voulez saisir un produit, regardez bien. Alors, vous allez saisir un produit, par exemple, P1. Dans la désignation, c'est par exemple HP 5400. Le prix, 3400. La quantité. Alors, vous allez voir que c'est parce que c'est monétaire, il vous affiche le prix avec un symbole monétique. Par défaut, il a choisi euro. Mais en principe, ça dépend de la configuration de votre système. Parce que vous savez que le système que vous utilisez, par exemple Windows, dans la configuration, dans les paramètres régionaux, on peut changer le symbole. Au lieu d'utiliser par exemple euro, on va mettre dirham. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire par la suite sans problème. La quantité 5, 56. Alors en fait, on n'a pas gardé, qu'est-ce qu'on avait, on avait utilisé pièce jointe, n'est-ce pas? Alors c'est donc pièce jointe, ça veut dire que vous aurez besoin de spécifier le chemin, n'est-ce pas? Alors c'est pas le cas. Je vais pas le saisir pour le moment. Mais après vous dites ce fournisseur. Regardez le problème maintenant. C'est que ce produit-là que je suis en train de créer, il est fourni par quel fournisseur? Je dois mettre un numéro. Par exemple, si je mets 1, donc c'est-à-dire que pour moi, ça représente le fournisseur numéro 1. Mais le problème, c'est que je suis obligé de savoir c'est quoi le fournisseur numéro 1. N'est-ce pas? Après, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas une solution plus élégante? Alors, je ferme. J'ouvre à nouveau le produit. Alors ici, donc j'ai un produit qui est fourni par le fournisseur numéro 1. Alors je peux ajouter d'autres produits. Alors maintenant, ce qui serait plus intéressant, au lieu de saisir le numéro de fournisseur, ce serait plus intéressant d'afficher une liste.
d'Ireland dans laquelle je vais choisir un fournisseur qui existe déjà. Alors regardez d'ailleurs, ici, vous allez voir, alors ça c'est pas le cas ici. Alors comment je vais le faire? Regardez bien, c'est très simple. Alors je reviens vers la table produit. Alors faites la table produit, elle contient le champ code fournisseur. Or, code fournisseur, je ne devrais pas saisir la valeur d'un code qui n'existe pas. Un produit, il est fourni par un fournisseur. Ça suppose que le fournisseur est déjà créé. On est bien d'accord? Alors, pour spécifier une liste d'Ireland, voilà ce qu'on fait généralement avec Access. C'est très simple. Tout en bas dans les types, il y a ce qu'on appelle assistant liste de choix. Alors, si vous choisissez, vous allez voir, il y a un assistant qui va être lancé. Ben, il vous dit tout simplement où est-ce que vous voulez chercher les valeurs. Est-ce que vous voulez chercher les valeurs à partir d'une table, d'une autre table, ou bien une requête, on va voir, ou tout simplement vous allez taper les valeurs souhaitées. Alors si vous dites je taperai les valeurs souhaitées, ça veut dire que c'est à vous de taper quelles sont les différentes valeurs possibles. Alors ce n'est pas le cas ici, n'est-ce pas? Alors dans notre cas, on va choisir à partir d'une autre table. Pourquoi? Parce que je sais que alors je fais alors je disais donc pourquoi on faisait ça? Parce que en fait on voudrait utiliser un assistant liste de choix. Alors ça veut dire quoi assistant liste de choix? Ça veut dire que quand je vais saisir un produit, je vais taper par exemple la référence du produit. Et après quand vous avez le code fournisseur, je vais saisir par exemple la référence du produit, le prix, etc. Mais quand j'arrive au fournisseur, je devrais avoir une liste d'Ireland. Et dans cette liste d'Ireland, je ne vais pas taper une valeur. Mais je devrais sélectionner, je devrais choisir un fournisseur qui est déjà créé déjà. Oui, donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors ici, donc, on a déjà dit que, en fait, quand on reprend, je vais choisir assistant liste de choix. Est-ce que les valeurs se trouvent dans une table? Oui. Next. Quelle table? Fournisseur. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix, il y a une seule table. Et après, maintenant, dans la liste, qu'est-ce que vous voulez mettre comme champ? Le code. Alors, si vous mettez code, regardez, si vous mettez uniquement code, quand vous allez cliquer sur la liste des recherches, vous allez avoir que les codes. 1, 2. Mais c'est intéressant parce que si je mets code, mais ce serait bien de mettre le code et en même temps, on passe là, la société. Donc, comme ça, je peux avoir une information. Ça veut dire que je vais mettre le code et la société. Suivant. Alors, en fait, par la suite, la liste, il peut la trier. Parce qu'en fait, quand il vous affiche une liste, il vous dit est-ce que vous voulez trier la liste? Alors, est-ce que vous voulez la trier, par exemple, par code ou bien par société, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, je vais pas faire cette opération. Next. Et après, par la suite, normalement, la liste, il contient combien de colonnes? Deux colonnes, le code et la société. Alors, si vous cochez cette colonne, la colonne clé cachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand vous allez cliquer sur la liste, vous allez voir que le nom de la société, mais en fait, le code, ça ne sert à rien de le voir parce qu'en fait, c'est le code qui va être sélectionné, mais il n'a pas plutôt une présentation pour le consommateur final, n'a pas une signification. Donc, on va choisir ici, colonne clé, c'est-à-dire la colonne, elle est là, mais je ne la vois pas, elle est juste cassée, c'est-à-dire la largeur, elle est pratiquement nulle. Et après, terminé. Il vous demande d'enregistrer. Alors maintenant, si je saisis un nouveau produit, voilà ce que je vais avoir. Donc, un produit, par exemple, P2. HP, bon, valeur quelconque, avec un prix, une quantité. Et après, c'est donc, vous voyez, donc, je ne vais plus saisir le code, mais par contre, je vais avoir une liste déroulante. Alors, je vois ici, donc, soit HP, soit... Donc, voilà deux produits qui sont fournis par le même fournisseur. Ainsi de suite. P3.
un produit A, un prix, et avec un autre fournisseur, par exemple. Alors voilà ce que je viens de faire. Donc je viens de vous montrer en fait comment créer une base de données qui contient combien de tables? Deux tables. Alors sauf que maintenant, en réalité, ces deux tables doivent être liées par une relation, n'est-ce pas? Pour garantir que je ne devrais pas avoir un produit qui est lié à un fournisseur qui n'existe pas. Parce que c'est ça le problème. Supposons que je crée un produit et je mets par exemple le fournisseur numéro 5. Or, le fournisseur numéro 5 n'existe pas dans la base de données. Donc ça, c'est des erreurs de validation, de validité des données. Alors c'est pour cela qu'on va utiliser donc l'outil relation. En fait, l'outil relation, on va le trouver donc parmi, voilà, dans les outils de base de données, vous avez relation. Alors vous allez remarquer une chose déjà. Regardez. C'est déjà intéressant, n'est-ce pas? Alors vous trouverez déjà que il a déjà en fait créé une relation entre les deux tables. Mais quand est-ce? Alors quand on a fait la liste de choix, l'assistant liste de choix lui a dit que en fait c'est une donnée qu'on devrait chercher dans la table. Il a déjà compris que il y a une relation. Mais en réalité, cette relation vous pouvez la supprimer. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais supprimer la relation. Je peux même supprimer ici ces tables. Et du coup, donc, vous avez dans la fenêtre relation, il n'y a aucune relation. Après par la suite, c'est à vous de faire tout ça. Vous allez tout d'abord ajouter les tables. Avec ce bouton plus. Alors, quelles sont les tables? Il y a fournisseur. On va l'ajouter à la fenêtre des relations. Également, il y a produit. Et après, par la suite, si vous voulez créer la relation entre les deux tables, vous allez prendre la colonne code produit des fournisseurs et on va la faire glisser vers code fournisseur de la table produit. Vous lâchez. Il vous dit tout simplement que vous êtes en train de créer une relation entre quelle table? La table fournisseur et la table produit. Les colonnes qui sont liées, c'est code de la table fournisseur et il est lié à la colonne code fournisseur de la table produit. Créé et vous avez la relation. Alors là, vous avez créé une relation. Mais maintenant, quand on crée la relation, il y a un autre concept que je vais vous ajouter qui est très important. Regardez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je viens de faire juste un double-clic sur cette relation. Quand vous faites un double-clic, ça veut dire que vous pouvez modifier la relation. Alors maintenant, parmi les propriétés d'une relation, c'est ça. Appliquer l'intégrité référentielle. Alors ça veut dire quoi l'intégrité référentielle? Alors si vous appliquez l'intégrité référentielle, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que je ne peux pas, je n'autorise pas qu'un produit appartienne à un fournisseur qui n'existe pas. Donc c'est ça les règles d'intégrité référentielle. Ça veut dire que si vous créez, d'ailleurs si vous appliquez là, vous allez voir que la relation elle devient 1 à plusieurs, si c'est l'infini. Ça veut dire quoi 1 plus? Ça veut dire qu'un fournisseur, pour un fournisseur, vous pouvez avoir plusieurs produits. Un fournisseur peut fournir plusieurs produits. Alors, du moment que vous appliquez l'intégrité référentielle, ça veut dire qu'en principe, maintenant, je ne peux pas, d'un côté, créer un produit appartenant à un fournisseur qui n'existe pas. Alors, si vous mettez, par exemple, un produit avec un fournisseur 5, alors le fournisseur 5 n'existe pas, il ne va pas accepter. Ce qui est correct, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Une autre chose, avec les règles d'intégrité référentielle, je ne peux pas supprimer un fournisseur alors qu'il y a des produits qui sont fournis par ce fournisseur. Est-ce que vous voyez le problème? Regardez. Dans notre cas, nous avons, alors je la garde comme ça. Dans notre cas, nous avons combien de produits? 3 produits. Vous avez les deux premiers appartiennent à quel fournisseur? Plutôt, vous avez le produit P1 et P2 appartiennent au fournisseur HP, n'est-ce pas? Ici, ces deux produits-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'à un moment donné, vous arrivez vers fournisseur et vous dites je veux supprimer le fournisseur. Alors si vous le supprimez, regardez bien. Impossible de supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la base de données, il
il y a des produits qui sont fournis par ce fournisseur. Alors, c'est qui nous a permis de faire ça? C'est ce qu'on appelle les règles d'intégrité référentielle. Donc, vous voyez, donc le fait d'appliquer les règles d'intégrité, ça veut dire que je ne peux pas supprimer un client, plutôt un fournisseur, alors qu'il y a des produits qui sont fournis par. Parce que si vous le faites pas, si vous le supprimez, vous allez avoir des problèmes dans votre base de données. Vous avez des produits qui sont fournis par un fournisseur, mais le fournisseur il a été supprimé, donc ça n'a pas de sens. Oui, il doit demander de supprimer aussi les produits. Exactement. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'il demande ici. Regardez, impossible de supprimer. Il vous dit que pourquoi? Parce que la table produit comprend des enregistrements connexes. En réalité, si vous voulez supprimer le fournisseur, il faut tout d'abord supprimer les produits et après vous supprimez les fournisseurs. N'est-ce pas? Donc ça, c'est a priori. Mais vous pouvez autoriser cette opération. Comment? Je reviens vers la table, plutôt vers la fenêtre relation. Regardez, quand j'applique les règles d'intégrité, regardez, si vous cochez effacer en cascade les enregistrements correspondants, ça veut dire quoi? Je suis en train d'autoriser la suppression. Mais qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Le problème, ce qui va se passer maintenant, c'est que si je supprime un fournisseur, il va supprimer automatiquement tous les produits qui sont fournis par. Là, je l'autorise. Et d'ailleurs, on peut vérifier. Hein? La différence entre la relation que vous avez supprimée et la nouvelle relation. Ah, c'est-à-dire que en fait, la différence, c'est que ici, je viens d'appliquer les règles d'intégrité référentielle. Alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Par exemple, je vais désactiver la règle d'intégrité référentielle. N'est-ce pas? Je ne l'ai pas appliquée. Alors, si je n'ai pas appliqué les règles d'intégrité référentielle, alors la question maintenant, je veux supprimer un fournisseur. Est-ce que je peux le supprimer? Oui. Alors, si vous le supprimez, il ne va pas vous dire, ouais, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez le supprimer? Si vous mettez oui, il va le supprimer. Mais il y a un problème. C'est que ici, si je le supprime, le problème, c'est que il y a des produits qui sont fournis par le fournisseur. Alors, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez bien? Alors ici, donc, je ne vais pas le supprimer, je vais dire non. Alors maintenant, c'est qui va m'empêcher à faire cette opération? C'est bien l'intégrité référentielle. Alors, vous voyez, donc là, en fait, la relation que vous avez supprimée au début, elle était comme ça. C'est-à-dire, on n'avait pas appliqué les règles d'intégrité référentielle. Alors, si je fais un double-clic, je peux, par exemple, lui dire, voilà, je veux appliquer les règles d'intégrité référentielle. Mais par contre, ici, donc, si vous cochez effacer en cascade les enregistrements correspondants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, en fait, j'autorise. Si un utilisateur veut supprimer un fournisseur, il peut le supprimer. Mais regardez bien, il va le supprimer, il vous dit attention. Il va supprimer, mais si vous le supprimez, vous pouvez le supprimer parce que vous avez le droit. Mais sauf que si vous le supprimez, il va supprimer tous les produits. Alors, si vous validez par oui, vous allez voir que maintenant, il a supprimé le fournisseur. Mais par contre, si vous regardez la table produits, les produits ne sont plus, n'est-ce pas? Ça veut dire que tous les produits HP ont été. Mais ça, c'est dangereux. C'est-à-dire quand vous autorisez effacer en cascade, ça veut dire que vous êtes en train de dire j'autorise la suppression des fournisseurs, alors que en réalité, généralement, on ne le fait pas. C'est-à-dire on va interdire. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'il se peut par erreur vous supprimer le fournisseur et après vous supprimez tous les produits, n'est-ce pas? Ça peut être un licenciement, n'est-ce pas? C'est normal, parce que vous êtes en train de manipuler, vous supprimez dans votre base de données, au lieu de supprimer une ligne, vous avez supprimé plusieurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que les produits. Vous supprimez le fournisseur, vous supprimez les produits. Imaginez que les produits, ils sont liés à d'autres. Il va encore en supprimer. Donc, il va supprimer tous les enregistrements qui sont en relation. Donc, ça, c'est un peu dangereux. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique les règles d'intégrité référentielle. On les applique, mais on n'autorise pas. C'est-à-dire, on va garder, on ne va pas cocher, c'est-à-dire c'est interdit. Mais quand vous le faites pour effacer, mais également, on peut le faire pour la mise à jour. Ça veut dire quoi la mise à jour? Si je modifie par exemple le code d'un fournisseur, dans la table fournisseur, il va le modifier automatiquement dans tous les autres. Donc tous les produits qui sont liés, ils vont être modifiés. C'est-à-dire la même chose ici, c'est
autoriser. Soit vous autorisez, soit vous allez interdire. Alors après la pause, donc on va essayer de vous montrer comment créer les formulaires. Donc vous voyez bien que on a montré comment créer les tables. Donc une base de données relationnelle, c'est un ensemble de tables. Chaque table est définie par un ensemble de colonnes, ce que nous avons appelé les champs. Parmi les champs, il faut indiquer ce qu'on appelle la clé primaire. Et après, par la suite, les tables sont liées par des relations à travers la notion de clé primaire, clé étrangère. Généralement, c'est la clé étrangère d'une table qui est associée à la clé primaire d'une autre table, n'est-ce pas? Bien d'accord. Par exemple, un produit appartient à un fournisseur. Et la colonne code fournisseur est liée à la colonne code de la table produit, plutôt fournisseur. Donc, en principe, il y a bien une relation entre les deux tables. Donc, vous voyez, donc la clé primaire de la table fournisseur, elle est liée à la clé étrangère de la table produit. Donc, la relation généralement entre les tables, c'est comme ça. C'est que la clé primaire d'une table, elle est liée à la clé étrangère dans une autre table. C'est comme ça qu'ils sont liés. Alors, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que si je connais un produit, je peux connaître également le fournisseur de ce produit. Alors, pour terminer, cette démonstration, alors ça, on a vu à peu près, on va dire entre parenthèses, les concepts de base qui sont liés à une base de données. Essentiellement, la base de données, c'est des tables qui sont liées par des relations. Et après, par la suite, mais après, Access, il vous offre d'autres moyens qui permettent notamment de créer des interfaces dans lesquelles on peut saisir les données. Donc, c'est-à-dire que Access, c'est un cas particulier parce que Access, il vous offre la possibilité de créer la base de données, mais également, il vous permet de créer l'application. Une application qui permet d'afficher des fenêtres dans lesquelles vous pouvez saisir les données. Alors, ce que je vais vous montrer ici, par exemple, comment créer ce qu'on appelle un formulaire. En fait, un formulaire, c'est quoi? C'est une interface à travers laquelle on peut saisir des données dans une table. Avant de créer un formulaire, je vais tout d'abord modifier le champ photo. Alors, je voulais, c'est pas modifier, c'est pas créer, c'est modifier. Alors, en fait, le champ photo, en principe, c'est pas une pièce jointe. Dans notre cas, on va choisir objet Euler. Enregistrer. Alors maintenant, malheureusement, alors ici, parce qu'on a déjà saisi des données, n'est-ce pas? Il vous dit que les objets de type pièce jointe ne peuvent pas devenir des objets Euler. Alors, généralement, parfois, pour faire des modifications comme ça, vous serez ramené à... Alors, dans notre cas, nous avons quand même un produit qui est là, on va le supprimer. Et après, on va modifier la structure du produit. Alors maintenant, au lieu de pièce jointe, c'est objet Euler. Alors ça, c'est vraiment un cas particulier dans lequel on va tout simplement supprimer carrément la colonne. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment un cas particulier. Il vous dit que un type objet pièce jointe ne peut pas devenir objet Euler c'est-à-dire des raisons de access, c'est-à-dire la manière avec laquelle il a défini les types ne permet pas cette opération. Alors dans notre situation ici, donc on sera ramené à ajouter une autre colonne. Donc c'est-à-dire ici, donc je viens de supprimer la colonne et après je vais ajouter la photo. Alors la photo, on va la déclarer de type objet Euler. Enregistrer. Alors, donc nous avons toujours fournisseur, nous avons un seul fournisseur, n'est-ce pas? Et après nous avons la table produit, pour le moment il n'y a aucun produit. Alors comment créer un formulaire? Un formulaire c'est très simple. Création. Alors dans le mode création, vous avez créé formulaire. Alors pour créer le formulaire, donc vous allez voir que le fait de créer le formulaire, à peu près il a déjà créé un formulaire tout fait, n'est-ce pas?
pas besoin d'écrire des codes. Parce que je vois déjà, si vous essayez d'afficher ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet tout simplement de saisir les informations sur un fournisseur, n'est-ce pas? Alors je vois ici donc les champs qui sont déjà faits. Alors, mais en principe, je ne veux pas qu'il me propose ce qu'il veut, mais c'est à moi de spécifier ce que je veux. Alors ici donc il me propose une solution. Alors c'est pour cela qu'on va utiliser ce qu'on appelle un assistant. Un assistant qui nous permet de créer des formulaires. On va le créer de la manière suivante. Alors créer. Alors formulaire. Plus de formulaire. Alors ici vous avez assistant. En fait, assistant, c'est-à-dire elle va vous poser des questions. Quel type de formulaire? Pour quelle table? Quels sont les champs que vous voulez mettre? Alors assistant formulaire. Alors tout d'abord, il vous dit, vous voulez créer un formulaire pour quelle table? Soit pour la table fournisseur ou bien pour la table. Alors, on va commencer par la table fournisseur. Et dans le formulaire, quels sont que vous voulez saisir? Alors, ici, donc, vous avez des champs. Alors maintenant, il faudrait les passer de l'autre côté. Alors, si vous voulez les sélectionner tous, vous cliquez sur ce bouton. Donc, ça veut dire que dans mon formulaire, je veux saisir le code, la société et les autres. Suivant. Et après, il vous dit que quel type de formulaire? Il y a le type colonne simple. Mais il y a également le type tabulaire, il y a le type feuille de données et le type justifié. Donc il y a plusieurs formats. Alors on va choisir pour le moment colonne simple. Suivant. Et après ici le design, si vous voulez, donc la forme. Donc, vous voulez par exemple créer un formulaire qui ressemble à ces formats. Donc vous avez quelques couleurs, designs qui sont proposés, n'est-ce pas? Alors c'est donc c'est à vous de spécifier quelle est la structure qui vous convient. Par exemple ici le endroit. Et après, le nom que vous voulez attribuer au formulaire, c'est fournisseur, et terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Enregistrer. Je ferme. Alors, regardez maintenant ma base de données, se compose de combien de tables? Deux tables et combien de... Vous avez deux tables. Et après, vous avez un formulaire. Alors, ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Si vous voulez, par exemple, ajouter un fournisseur, au lieu, par exemple, d'ouvrir la table, en fait, je vais ouvrir le formulaire. Alors, par exemple, ici, dans le formulaire, vous allez voir, tout en bas, vous avez un certain nombre de boutons qui vous permettent, par exemple, de passer au suivant. Par exemple, vous voulez passer au fournisseur suivant ou bien précédent. Mais par contre, ce qui nous intéresse maintenant, je veux créer un nouveau. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Nouveau enregistrement. Alors, ici, donc, ça vous permet de saisir un nouveau enregistrement, par exemple ici HP, l'adresse, peu importe, et après l'adresse email. Le téléphone. Alors pour ajouter un nouveau formulaire, donc encore un nouveau, ainsi de suite. Alors ici donc on va mettre par exemple un exemple de société. Allez, Samsung, IBM. Alors il y a des données que je ne suis pas obligé de saisir. Dans notre cas ici, par exemple le téléphone c'est 05. Ainsi de suite. Enregistrer. Et je peux ajouter. Et regardez bien, toutes les données que je suis en train de saisir, où est-ce qu'ils vont être stockées? Exactement. Alors, le formulaire, c'est juste une interface qui me permet de saisir des données qui vont être enregistrées dans le... Alors, on va voir maintenant. Si on ouvre la table fournisseur... Alors, attendez. Fermez. La table fournisseur. Alors, en fait, c'est parce que j'ai... En fait, il vous a montré la table fournisseur qui était ouverte tout à l'heure parce qu'elle n'était pas fermée. Alors, je vois bien que ici, donc, je viens de toutes les données que je vais saisir dans un formulaire, ils vont être enregistrés dans la table, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi un formulaire? Un formulaire, c'est juste une interface qui permet de faciliter la saisie des données. Donc, c'est-à-dire que le client final de votre base de données, de l'application, il va utiliser plutôt les formulaires. Alors, dans l'architecture qu'on a présentée tout à l'heure, pour moi, les formulaires, en réalité, c'est une application. C'est une application qui permet de gérer les données. Alors, je reprends la même chose. Je veux, par exemple, créer un formulaire pour la table produit. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose.
créer. Alors, vous avez plus de formulaires. Je vais utiliser assistant. Alors, cette fois-ci, je vais créer un formulaire pour quelle table? Produit. Je sélectionne tous les champs. Suivant, 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 terminé. Très simple. Alors, la même chose ici, donc j'ai les produits. Alors, sauf que vous allez constater cette fois-ci, quand je vais saisir un produit, par exemple P2, la désignation, par exemple, HP, valeur quelconque, avec un prix, la quantité. Alors, vous voyez donc ici, parce que j'ai utilisé tout à l'heure assistant liste de choix, ici, donc, je vais choisir un fournisseur qui a été déjà créé. On les a supprimés. Rappelez-vous tout à l'heure, parce que quand on a voulu vous montrer comment supprimer, on a supprimé. Alors ici, donc, vous voyez donc un champ au objet OLE, il a préparé un espace pour mettre une donnée. Par exemple, si vous voulez mettre une photo, alors vous pouvez utiliser insérer un objet. Alors quand vous dites insérer un objet, vous allez voir qu'il va vous ouvrir, il vous dit par exemple, vous voulez quel type d'objet à partir d'un fichier, et après vous dites parcourir et vous cherchez un fichier. Ça peut être une photo, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez donc l'objet OLE, on l'utilise quand vous voulez par exemple mettre un contenu. Alors par exemple ici donc je vais chercher dans le dossier Windows juste une photo quelconque, web, paper, bon, architecture, je mets une photo quelconque, ok. Alors par la suite donc on va vous montrer bien sûr comment cette photo devrait être affichée ici avec quelles dimensions, etc. Donc on va vous montrer ça. Alors, fermez. Alors pour ne pas compliquer un peu les tâches, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc